Je le disais en début de 7-8, nous avons avec nous Charles Rodwell, qui est député de la première circonscription des Yvelines. On va parler avec vous de ce rapport, cette mission parlementaire autour de l'export et de l'attractivité économique. L'actualité récente forcément aussi pour démarrer, ces débats qui sont achevés vendredi autour de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Le texte qui va être débattu désormais au Sénat en première lecture. 2 semaines de débat, on peut le dire, pour le moins houleuses, avec beaucoup de violence. On a vu beaucoup de violence dans cet hémicycle, sans discussion aussi autour de cet article phare de la réforme, qui est l'article 7, qui fait ce report de l'âge légal à 64 ans, l'âge légal de départ à la retraite. Du coup, le bilan, il est plutôt négatif après ces 2 semaines de débat à l'Assemblée nationale. Quel bilan vous dressez ? Moi, je regrette qu'on ne soit pas allé au bout du texte, notamment au bout de cet article, l'article 7. On a été empêché par un blocage du débat parlementaire, par une obstruction parlementaire de la part de certains de nos collègues. Si vous voulez, je ne veux pas revenir sur toutes les polémiques qu'il y a eu ces 2 dernières semaines, on les a tous vues, chacun d'entre nous. Moi, ce que je regrette, c'est que, du fait de la majorité relative depuis plusieurs mois, l'Assemblée nationale revient un peu sous le coup des projecteurs. Et les débats que l'on a, à la fois les médias, vous les journalistes, mais aussi chaque citoyen, nous disent on re-regarde une partie des débats parlementaires. Et depuis le début de la législature, je crois qu'on a quand même montré sur un certain nombre de textes très importants la protection sanitaire, le pouvoir d'achat, l'assurance chômage, les énergies renouvelables, qu'on a su débattre en étant souvent en désaccord parfois importants, mais en trouvant des majorités, en trouvant du consensus. Et le spectacle qui a été celui de l'Assemblée nationale pendant la réforme des retraites, pendant le texte qu'on a étudié, n'a absolument pas montré cela et a montré tout l'inverse. Moi, je pense que c'est la responsabilité d'une part de nos collègues sur le sujet, mais je pense qu'on a une responsabilité tous collective de retrouver la sérénité qu'on a eue dans le débat depuis le début du quinquennat, au service en fait tout simplement des Français qui nous ont élus. Alors c'était un moment confus à l'Assemblée nationale, alors que dans le même temps, les manifestations se sont plutôt bien déroulées. Dans la rue, pas d'incident à remonter. C'est monté à plus de 2,5 millions de manifestants selon la CGT. Les syndicats qui appellent à une nouvelle journée de mobilisation, une grande journée de mobilisation le 7 mars prochain. Comment avancer justement dans cette séquence, alors qu'il y a quand même une contestation autour de ce projet? Il y a un récent sondage, Ipsos-Steria, qui faisait état quand même de 64% de Français qui seraient opposés à ce texte de la réforme des retraites. Moi, je souhaiterais juste revenir sur le rôle que les syndicats ont joué et leur rendre un hommage. Moi, je suis favorable à la réforme des retraites. Une bonne partie des syndicats, la CFDT, la CGT, Force ouvrière en tête, y sont opposés. Mais je veux vraiment leur rendre hommage sur la manière dont elles ont mené les manifestations. Dans le calme, dans la sérénité, sans débordement, malgré la radicalisation qu'appelaient certains mouvements politiques en France, je pense notamment à l'extrême gauche. Ils ne sont pas tombés dans ce piège, ils ont fait entendre leur voix en manifestant dans le calme. La deuxième chose pour laquelle je voudrais leur rendre hommage, c'est la concertation. Le dialogue n'a jamais été rompu entre le gouvernement et les syndicats. Et si on a pu améliorer le texte sur la pénibilité, sur les carrières dites hachées, c'est un mot que je n'aime pas mais qui décrit une réalité, sur la prise en compte du droit des femmes, sur la prise en compte des carrières longues, c'est en grande partie grâce au rôle que les syndicats ont joué, à la fois dans la manifestation, mais aussi dans la concertation qu'il y a eu dans le gouvernement. Encore une fois, je vous le répète, je ne partage pas leur avis, mais je leur rends cet hommage qui, je crois, participe à une sérénité autour de ce débat. J'imagine, Christian Aubert, vous qui faites partie du monde agricole, qu'on regarde aussi cette séquence avec intérêt, cette séquence autour de la réforme des retraites ? Oui, on regarde ça d'assez loin, puisque finalement, le milieu agricole travaille longtemps sans forcément regarder l'âge au départ de retraite, mais... Oui, alors après aussi, la retraite agricole est une des plus faibles. Donc finalement, les agriculteurs cotisent quand même, travaillent dur toute leur année et finalement, on arrive dans le fameux minima nécessaire. Donc il y a eu des pistes, mais bon, il y a peut-être encore un petit travail à faire sur le minimum vieillesse. Alors, donc on regarde de loin, mais... C'est-à-dire, on regarde de loin. Pardonnez-moi de allez-y. répondre. Je partage totalement votre avis. Pourquoi est-ce qu'on a décidé la suppression des régimes spéciaux? Et pour le coup, c'est une partie du texte qu'on a voté à l'Assemblée. Mais tout simplement parce qu'il y a certaines professions pour lesquelles le régime est structurellement déficitaire. Aujourd'hui, il y a plus d'agriculteurs à la retraite que d'agriculteurs qui travaillent. Et donc, si le régime dépendait uniquement des agriculteurs, il faudrait vous demander de payer des cotisations absolument astronomiques, ou alors il faudrait demander aux agriculteurs à la retraite d'avoir une pension encore plus faible. Nous, l'idée qu'on défend du régime des retraites, c'est de dire qu'on a un régime général
qui permet à tous d'avoir un minimum vieillesse, un minimum retraite, à carrière complète, à au minimum 1 200 €. Et pour cela, l'ensemble des travailleurs, quelle que soit leur profession, doivent contribuer à ce régime général pour permettre à tout le monde d'avoir un minimum retraite. C'est l'idée de la réforme que je défends. Et je comprends qu'on ne soit pas d'accord, le débat parlementaire doit exister pour ça, et j'espère qu'il redeviendra plus serein pour qu'on puisse débattre de cette question. Le texte va maintenant être examiné par les sénateurs. Alors, au-delà des travaux parlementaires sur la réforme des retraites, vous avez travaillé récemment, je le disais tout à l'heure, Charles Rodwell, sur les dispositifs de soutien à l'export et à l'attractivité économique, et vous avez rendu vos conclusions tout récemment, puisque c'était à la fin janvier. Alors, c'est une mission parlementaire qu'on vous avait confiée avec une autre députée de l'opposition de la France Insoumise, Sophia Chikirou. Comment ça s'est passé, justement, la collaboration? Écoutez, elle s'est très bien passée, justement, parce qu'on a des avis divergents. Et c'est ça qui est merveilleux dans le travail parlementaire, c'est que hors champ des caméras et hors hémicycle, il y a un vrai travail approfondi qui se fait entre des parlementaires qui ont des avis totalement différents. Sophia Chikirou est membre du groupe de la France Insoumise. Je suis membre du groupe Renaissance. Et pourtant, 90% des propositions que nous avons fait des propositions en commun. On a des désaccords majeurs sur la fiscalité, sur les investissements étrangers en France. Mais on a aussi trouvé des points d'accord. Pourquoi? Parce que comment se mène une mission parlementaire? Elle se mène en auditionnant les sachants, les services de l'État, les élus locaux, les collectivités locales, les entreprises et leurs salariés à travers les fédérations interprofessionnelles, les entreprises yvelinoises. On a interrogé des dizaines et des dizaines d'entreprises de la circonscription, à la fois par des échanges informels, par une vraie table ronde qu'on a formée à l'Assemblée nationale. Parce que j'allais vous demander, qu'est-ce qu'une mission parlementaire? C'est des auditions, finalement, sur un sujet? On interroge les sachants sur un sujet. On est missionné sur un sujet en disant il faut trouver des solutions sur ce sujet. On interroge l'ensemble des parties prenantes. Les acteurs publics, les acteurs privés, les acteurs nationaux, les acteurs locaux. On les interroge sur les solutions que eux rencontrent concrètement dans leur vie quotidienne. Et ensuite, nous regardons ensemble, nous les parlementaires, comment est-ce qu'on peut amender la loi. Comment est-ce qu'on peut conseiller le gouvernement pour faire voler une partie de l'action au service des entreprises? Le gouvernement et les acteurs locaux. On a visité une entreprise qui s'appelle Prodways, à Montigny-Bretonneux. Une pépite industrielle. Et on l'a visitée avec qui? Avec le sous-préfet au développement économique, avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie, Guillaume Quéroux, avec le président de l'agglomération, Jean-Michel Fourgousse, et sa directrice du développement économique, avec le maire de Montigny-Bretonneux, Laurent Merker. Pourquoi est-ce qu'on y allait collectivement? Mais tout simplement parce que chaque acteur que je viens de citer a un rôle clé à jouer pour soutenir nos entreprises à l'export et pour soutenir la réindustrialisation de chaque département en France. Et c'est ce travail collectif en commun, c'est par ce travail qu'on y arrivera. Le parlementaire tout seul, il peut rien faire. Donc c'est un travail collectif pour mener à bien cette mission qui Absolument. part, on le disait, d'un constat, un paradoxe, avec ce déficit commercial record en France, 154 milliards d'euros, alors même que la France reste le pays européen le plus attractif pour les investissements étrangers. Et du coup, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Il y a quand même une audition auprès d'une trentaine d'entreprises. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce que les dispositifs fonctionnent bien? Est-ce qu'il faut aller plus loin peut-être dans leur fonctionnement? Qu'est-ce que vous en avez conclu et qu'est-ce que vous avez pu observer sur la principale conclusion qu'on a tirée, sur le terrain, c'est que exporter nos produits à l'étranger, doit s'inscrire au cœur de notre stratégie industrielle. Depuis 5 ans, on a lancé un certain nombre de politiques pour réindustrialiser notre pays, donc reproduire en France. Dans tous les domaines, que ce soit dans le secteur agroalimentaire et agricole, que ce soit dans le secteur de l'automobile, que ce soit dans le secteur de l'industrie lourde, des hautes technologies, du nucléaire, de l'aéronautique et d'autres. Mais pour pouvoir relancer l'export, il faut qu'au bout de la chaîne, on propose à nos entreprises de vendre leurs produits à l'étranger. Et qu'au début de la chaîne, on propose à des investisseurs étrangers de venir en France et de continuer à investir dans nos entreprises. En faisant bien attention que ces investissements ne viennent pas à l'encontre de nos intérêts nationaux. C'est pour ça qu'il faut renforcer les contrôles. Mais comment est-ce qu'on fait? À la fois par la loi, mais aussi département par département, ville par ville, commune par commune, entreprise par entreprise. C'est la raison pour laquelle le département et les communes ont un rôle clé à jouer dans le domaine. Je parlais tout à l'heure des Yvelines. L'enjeu national, l'enjeu français, c'est un enjeu yvelinois. On a quand même un paradoxe dans ce département, qu'il n'y a jamais eu autant de création d'entreprises. 22 000 entreprises créées en 2022. Et en même temps, rien que le département des Yvelines, c'est 10 milliards d'euros de déficit commercial. Donc, tout le travail que font les conseils départementaux, les présidents d'interco,
les maires, les parlementaires, quand on se saisit du sujet, pour soutenir nos entreprises, pour les mettre en lien, pour leur permettre de produire et enfin pour leur permettre d'exporter, c'est comme ça, entreprise par entreprise, qu'on va pouvoir répondre à cet enjeu. C'est la conviction que j'ai et c'est la conviction que je crois partage ma co-rapporteure sur la mission, malgré nos désaccords politiques nationaux. Et très rapidement, la suite maintenant, est-ce que ça pourrait conduire à des évolutions concrètes? On a fait un certain nombre de propositions, 30 propositions dans le projet, qui vont de mesures législatives jusqu'à des propositions d'expérimentation, donc des mécanismes qu'on voudrait tester. Moi, j'aimerais que les Yvelines soient en département test sur le sujet. En tout cas, c'est les échanges que nous avons aujourd'hui pour porter ces propositions et pour les mettre en œuvre. Alors dans l'actualité, il y a aussi une autre mesure, on parle d'un tout autre sujet, par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, c'est la suppression des 12 points sur le permis de conduire pour les personnes qui prennent le volant sous emprise de drogue ou d'alcool. Le débat est sur la table, il est revenu sur la table avec le grave accident qui est impliqué l'humoriste Pierre Palmade il y a quelques jours. Alors dans l'émission PAF, l'avocat au barreau de Versailles, Geoffrey Meyer, est revenu sur cette mesure, sur cette annonce. Pour lui, elle existe déjà, cette mesure, elle n'est pas forcément utile. On écoute Geoffrey Meyer tout de suite. Ce que veut faire Gérald Darmanin, c'est générer une automaticité sur le retrait du permis de conduire et l'invalidation pour défaut de points dans l'hypothèse où une personne aurait conduit en étant sous l'emprise de stupéfiants. Mais en réalité, la loi prévoit déjà cette possibilité-là. Lorsque vous êtes contrôlé après avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants, vous êtes donc passible d'une comparution devant le tribunal correctionnel et vous avez aussi la possibilité de faire l'objet d'une rétention de votre permis de conduire par décision préfectorale. Donc cette décision existe, ce dispositif existe déjà. Le tribunal correctionnel, lorsqu'il est saisi par le procureur de la République, après qu'une personne ait été contrôlée en ayant conduit après avoir consommé des stupéfiants, peut tout à fait prononcer une annulation du permis de conduire. Ou en état d'ivresse aussi, d'ailleurs, non ? En état d'ivresse aussi. Donc cette mesure existe déjà. Je pense que Gérald Darmanin est en train tranquillement de se présidentialiser et il reprend un petit peu les vieilles recettes qui avaient fonctionné. Il surfe sur la vague de l'émotion qui a été générée par l'accident causé par Pierre Palmade. Mais en tout cas, cette mesure est, à mon avis, une mesure premièrement inutile sur le plan juridique et judiciaire parce que les dispositions existent déjà. Et que deuxièmement, effectivement, on peut s'interroger sur le bien fondé en matière de société et de santé de cette mesure-là. Juste une réaction rapide. Geoffrey Meyer dit que ça existe déjà dans la loi. Est-ce qu'il faut aller plus loin, à votre avis, sur ce sujet, à des personnes qui conduisent sous l'emprise de drogue, d'alcool? Alors Gérald Darmanin aussi fait une autre proposition, c'est de supprimer le retrait d'un point au permis pour les petits excès de vitesse, ceux inférieurs ou égaux à 5 km/h. Moi, je ne partage absolument pas les propos qui viennent d'être tenus, tant sur l'intention que sur les faits. Ce monsieur vient d'exprimer lui-même que la suppression ou le retrait du permis dépendait d'une décision préfectorale. Ce que propose Gérald Darmanin, c'est tout simplement que le retrait soit automatique. Pourquoi ? C'est une mesure de justice. Quand vous prenez la voiture sous emprise de drogue, vous êtes un danger public. Et vous causez des dangers de mort. On l'a vu récemment. Donc il est parfaitement normal que lorsque vous prenez votre voiture sous emprise de la drogue, votre permis soit retiré. Et à l'inverse, le sujet des travailleurs. Il y a des millions de Français qui vont travailler tous les jours en voiture et qui n'ont pas d'autre choix. Ce que propose Gérald Darmanin, c'est certes de les sanctionner lorsqu'il y a un excès de vitesse, mais de prendre en compte la situation de chacun dans le domaine. Oui, il faut les sanctionner quand il y a un excès de vitesse, mais oui, il faut aussi mieux prendre en compte le fait qu'il y a des millions de Français qui vont travailler en voiture tous les jours. C'est le sens de la deuxième mesure qu'il fait. Quant à la première, il est évident que le retrait doit être automatique lorsque quelqu'un est un danger public sur la route. Merci Charles Rodwell d'avoir répondu à tous ces sujets. Je rappelle que vous êtes le député de la première circonscription des Yvelines. On suivra bien sûr la suite des événements pour ce rapport et ces conclusions que vous avez rendues à la fin janvier autour de l'export et de l'attractivité économique. Merci d'avoir été avec nous.